Déjà, je ne sais pas s'il y a des questions sur l'armarium. Ça peut être l'occasion de vous refaire un petit point de présentation. Je vois Dominique qui lève le doigt. Voilà, ça y est, j'ai réussi à mettre. Donc, juste une question d'éditrice. C'est effectivement magnifique. Je l'explore de temps en temps, l'armarium. Mais qu'en est-il des conditions si justement un éditeur ou une éditrice avait l'intention de publier des documents qui sont dans l'armarium? Alors, ce qu'il y a en fait dans l'armarium, c'est que tous les documents ont un filigrane qui va s'inscrire automatiquement quand on télécharge ou quand on imprime le document. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire pour être bien dans le cadre de la réutilisation des données, c'est que soit il faut nous envoyer un mail et nous, on transmettra à la bibliothèque de conservation, soit directement contacter la bibliothèque de conservation pour leur demander l'autorisation et pour qu'ils vous donnent le document sans filigrane dans une bonne définition qui permettrait une publication. Oui, d'accord. Voilà, Oui, oui, c'est donc vraiment… c'est le droit à l'image Voilà. normale, donc c'est tarifé auprès de chaque Ça émetteur. dépend. Alors, pas forcément tarifé. Ça D'accord. dépend vraiment de la politique qui est mise en place dans l'établissement. On a beaucoup d'établissements où ils vont envoyer directement le document comme ça par mail D'accord, ok. en disant qu'il faut bien référencer. Donc, normalement, voilà, le titre, la cote, tout se retrouve Oui, sur c'est normal. l'armarium et sinon, la bibliothèque de conservation indique ce qu'il faut noter. Oui, d'accord, donc c'est au cas par cas en fait. Il Oui, faut oui, se vraiment. Parce qu'en renseigner fait, on ne par. pouvait pas, Ok, comment d'accord. dire, nous, on traite à peu près, là, on est à plus de 25 partenaires. Et étant donné que ce n'est pas nos collections, on préférait renvoyer le bébé, dirons-nous, directement aux collègues, étant donné que c'est leur collection et leurs documents qui seront ensuite publiés. Voilà. Merci. Il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. Concernant l'armarium, ce que je peux un peu vous en dire, c'était vraiment un outil qui a été créé suite à des demandes qui venaient du terrain. Lors de nos commissions patrimoine qui s'organisent à peu près 1 ou 2 fois par an et qui réunissent l'ensemble des responsables d'établissements qui conservent du patrimoine écrit, graphique et littéraire. Donc, les termes graphiques et littéraires ont été ajoutés d'ailleurs depuis que l'armarium existe, parce qu'avant, c'était le patrimoine écrit tout seul. Et en fait, on s'est dit qu'on loupait d'autres formes de patrimoine et surtout d'autres structures qui pouvaient rentrer dans un projet collaboratif comme les sociétés savantes, les musées, etc., qui ont plutôt des documents iconographiques qui, en plus, dans une bibliothèque numérique, sont vraiment à valoriser en premier. Et donc, lors de ces commissions, un vrai besoin s'est fait sentir sur le territoire. Alors là, je vous parle, l'armarium date de 2018, donc on n'avait pas encore fusionné au niveau de la région. Et on se rendait compte que beaucoup d'établissements avaient numérisé chacun de leur côté des collections, mais n'avaient pas d'outils pour les mettre en ligne et donc pour les proposer au public avec des accès simples et un coût moindre. Donc, l'agence a déposé des appels à projets patrimoine écrit et patrimoine innovant alors, au national et au régional afin de créer un outil collaboratif qui est gratuit pour les structures qui veulent y participer avec juste la signature d'une convention qui est signée entre donc la collectivité ou la structure ou l'association et nous, afin de bien baliser justement le périmètre d'action de chacun, les droits qu'ils soient bien organisés, étant donné qu'on a des documents qui sont dans le domaine public, donc il ne pose normalement pas trop de problèmes, et d'autres qui sont encore réservés et où là, il faut faire quand même attention avant de mettre en ligne. Donc ça, c'est des choses qui sont bien spécifiées dans la convention. Et donc, on a bâti cette bibliothèque numérique surtout sur de l'histoire locale et régionale. On avait envie de mettre en avant les spécificités de la région. C'est pour ça que vous ne trouverez pas vraiment de documents, on va dire, généraux qu'on peut trouver un petit peu partout avec des choses très spécifiques.
Voilà, et là, le dernier développement vraiment qui est travaillé en interne, c'est une exposition virtuelle collaborative qui permettra de déterminer une thématique dans des groupes de travail et de proposer à plusieurs structures sur le territoire qui auraient des documents qui pourraient rentrer dans cette thématique, de travailler avec nous. Donc, on mettra en avant les collections de plusieurs structures avec une mise en valeur un petit peu plus dynamique, on l'espère, que les expositions virtuelles actuelles qu'on trouve. On va essayer de bien travailler là-dessus et de mettre en avant surtout l'image, donc le document. Donc, tout ça relié à la base de données. Et donc, la première exposition virtuelle, normalement, devrait arriver avant la fin de l'année. Ce sera un petit peu le test pour voir comment on travaille tous ensemble. Étant donné que nous, du côté de la R2L, nous n'avons pas les collections. Donc, on a vraiment besoin de s'appuyer sur les collègues en région pour avoir une connaissance plus spécifique du fond, des collections et des documents qui seront choisis. Voilà, donc l'armarium se constitue autour de documents qui ont été numérisés, qui n'ont pas été mis en ligne, mais on a également à l'agence un programme de numérisation concerté régional qui, tous les ans, propose à quelques bibliothèques. Alors, on travaille essentiellement avec des bibliothèques, mais il peut y avoir aussi des sociétés savantes ou des musées. Hein. Ça dépend en fait pas vraiment de la structure, mais des fonds proposés. S'ils peuvent rentrer aussi dans les plans de financement qui peuvent être mis en place, soit avec la Bibliothèque nationale de France, soit avec le ministère, soit avec la DRAC. Et donc, on essaye de proposer à des structures de travailler sur de la numérisation de leurs documents et ensuite de leur mettre en ligne automatiquement sur l'Armarium une fois que la convention est signée. Et comme ça, on a vraiment, on part du signalement des documents par leur catalogage. On passe à la numérisation et après on met en ligne et on essaye de valoriser. Voilà pour, on va dire, l'Armarium. Le plan de numérisation, c'est ce que je vous ai dit. On va travailler sur des thématiques assez spécifiques, donc histoire locale. En ce moment, on essaye un petit peu d'ouvrir à tout ce qui est tout ce qui touche les personnages illustres de la région, étant donné que dans l'Armarium, on a vraiment une thématique spécifique qui a été créée et où on a dû faire des développements spécifiques pour cette thématique sur les personnages illustres. On s'était dit que c'était important, étant donné qu'on était une région avec beaucoup de maisons d'écrivains, avec un partenariat avec le réseau d'ailleurs régional. Et dans chaque structure, on avait aussi des fonds littéraires qui pouvaient être intéressants aussi à mettre en avant. Donc voilà, on essaye, en fonction des choses qui sont numérisées, de créer des portraits de personnages illustres et de leur lier tous les documents qui vont être soit de leurs mains, soit écrits sur eux, pour avoir une collection à peu près complète. Et donc, j'ai fait dans le mauvais ordre. J'ai parlé plutôt de valorisation, de numérisation. Et la base quand même au patrimoine de notre travail, c'est le signalement des collections. Donc, c'est vraiment un travail de catalogage libre en main des documents dans les structures pour savoir ce qu'il y a dans les collections et pouvoir les proposer sur des catalogues en ligne, soit nationaux, soit sur les catalogues en ligne des bibliothèques. Souvent, c'est des doubles entrées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour notre pôle, étant donné que le ministère de la Culture a lancé un programme de signalement de tous les fonds antérieurs à 1830 qui doivent être catalogués sur l'ensemble du territoire avant 2025. Donc voilà, il reste encore beaucoup de choses à traiter. Et à côté de ça, il y a tous les fonds particuliers, donc des fonds qui peuvent être des legs, des donations dans les structures. Tous les manuscrits également sont dans ce programme. Donc manuscrits anciens, mais manuscrits modernes également, manuscrits littéraires et archives privées. Donc là, on a également beaucoup de travail. Donc avec l'équipe du patrimoine, on se déplace, on va regarder les documents, essayer de voir s'ils sont catalogués ou non. Il faut faire des récollements. Ensuite, on les catalogue, alors soit les imprimer sur les catalogues en ligne des bibliothèques,
soit pour les manuscrits et les archives, bien sûr, ça aurait été trop simple. On n'a pas la même norme, donc on doit les cataloguer sur un autre outil qui est mis en place depuis 2 ans par la Bibliothèque nationale, qui s'appelle Tapir et qui est dédié aux manuscrits et aux fonds d'archives. Et donc, voilà, et on accompagne, on fait beaucoup de conseils aussi avec les structures, parce nous, on peut leur envoyer des vacataires qui vont cataloguer, mais on va également être là pour les accompagner s'ils travaillent directement avec des prestataires extérieurs sur des rétroconversions, ou s'ils recrutent aussi des vacataires pour être bien sûr que tout est homogène, qu'on travaille bien tous de la même manière afin de pouvoir verser toutes ces notices qui vont être créées sur les grandes bases nationales et permettre une connaissance assez fine et pour que les chercheurs sachent où se trouvent les documents chez les uns et chez les autres. Voilà, on essaye aussi d'accompagner sur la conservation des documents, parce qu'on a beaucoup de grandes structures en région, mais on a aussi des toutes petites où il n'y a pas forcément de personnel dédié à ces collections qui sont quand même assez particulières. Donc, on est là également pour leur apporter notre aide si malheureusement il y a des petites infestations ou des choses comme ça, ou des petits champignons qui commencent à se montrer sur certains documents, et aussi pour tout ce qui est matériel de conservation. Par exemple, cette année, on propose du matériel de conservation à l'agence grâce à des plans de financement qui sont quand même très avantageux pour les collectivités, surtout les toutes petites qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de choses, et donc qui passent par nous pour quelques boîtes, du papier neutre, etc. Enfin, on travaille également sur le plan de conservation partagée des périodiques avec notre collègue Marie-Claude Pasquier, qui est bibliothécaire indépendante. Et donc là, c'est plutôt un travail, alors pas forcément en lien avec tous les responsables des fonds patrimoniaux, parce que ça va toucher vraiment la presse, qu'elle soit ancienne ou moderne. Et donc, on essaye de déterminer dans les établissements les titres de presse que les uns et les autres ont, pour qu'il n'y ait à la fin qu'un établissement de conservation du titre en entier, et que les autres structures puissent déjà donner ce qu'il manque à la bibliothèque de conservation, s'il y a des numéros qui sont manquants, et pouvoir faire du désherbage dans un deuxième temps chez eux pour gagner un petit peu de place. Voilà. Donc ça, c'est un travail de longue haleine qui est, je crois que c'est plus de 10 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, en tout cas, qui est commencé et qui avance très bien. On est un peu plus, on a démarré un peu plus tard en Picardie, mais voilà, ça avance. Et tout ça va un jour nous aider surtout à travailler sur de la numérisation de la presse. On se rend bien compte que la presse est très demandée par les chercheurs et le public et est très friable. Donc, ça nous permettra de savoir où un titre est complet et où on peut le faire numériser afin de le mettre en ligne dans un deuxième temps, essentiellement sur Gallica, je pense. Voilà, un petit peu pour les missions du pôle patrimoine. Merci Julie. Est-ce qu'il y a des questions pour Julie? Oui, moi j'en ai une. Je voulais savoir, Julie, si c'était ouvert aussi aux associations, parce que moi je pense à l'association des Amis du Château de Ham qui médiatisent sur leur page Facebook. Ils ont beaucoup de cartes postales anciennes du Château de Ham, etc. Donc est-ce qu'ils peuvent vous contacter, ou à moins que vous les connaissiez déjà, pour compléter Ah, je vous entends plus. Julie, on ne t'entend pas. Je vous entends plus, Julie. On a perdu Julie. Si, vous me entendez? Oui, pardon. Donc, surtout pour l'Armarium, ça pourrait être très intéressant de les rencontrer et de voir avec eux. En fait, le souci pour l'instant, c'est qu'on a énormément déjà de partenaires, et si on ne me contacte pas directement, je n'ai pas la liste en fait des structures qui peuvent avoir
Moi, je vais leur demander de vous contacter. Mais avec grand plaisir, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur mon mail professionnel. Et après, on peut s'organiser une réunion pour que je vienne voir les fonds et qu'on détermine un peu. On fait déjà ça avec certaines sociétés historiques ou académiques voilà, qui veulent travailler avec nous. Alors, on n'en a que quelques-unes, mais en tout cas, Petit souci technique. à chaque fois, ça peut être intéressant également. Très bien, je vais leur en parler alors. Super.